l'oubliez pas, l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. C'est très simple, pas besoin de réfléchir. Ils ne doivent pas avoir d'armes nucléaires. À quel point les Iraniens sont-ils proches d'avoir une arme nucléaire ? Très proches. La directrice du renseignement a déclaré sous serment en mars que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires. Je me fiche de ce qu'elle a dit. Je crois qu'ils étaient très proches d'en avoir une. Voilà, là on est vraiment au cœur du sujet. Si Trump décide d'envoyer ses bombardiers, c'est peut-être pour porter cette bombe massive qui permet de détruire le nucléaire iranien à Fordo. Si on est capable de détruire, effectivement, parce que Fordo, je crois, c'est une montagne, et donc la bombe, même la B-57, elle perd 60 mètres de terre, elle perd pas de la roche extrêmement dure. Je pense que ces installations vont être très très difficiles à détruire. Comme avec des troupes terrestres. Oui. Alors maintenant, effectivement, moi j'ai toujours dit que l'Iran cherchait à acquérir la bombe en tous les cas, parce que c'est comme ça qu'elle sera considérée comme une puissance, et effectivement, sur le plan militaire, on peut comprendre qu'on veuille qu'elle ne la construise pas. Maintenant, j'ai peur que l'Iran, qui est un très grand pays sur le plan géographique, 3 fois la France, détruire la totalité des installations sans aller mettre des troupes au sol, c'est-à-dire se confier à l'arme nucléaire, là, comme dans Top Gun Maverick, voilà, 3 bombes et c'est fait. Je crois quand même que c'est assez illusoire. Par contre, je pense qu'on peut retarder considérablement le programme nucléaire iranien. Est-ce que là, ça rassemblerait des opinions au fond assez favorables? Autant tuer Khamenei, c'est un peu controversé dans le monde, autant détruire le nucléaire iranien militaire, il faut dire ce qui est, peu de gens dans le monde contesteraient. Tout le monde, enfin toute personne décente est d'accord avec le fait qu'on ne veut pas que cet horrible régime se dote de l'arme nucléaire. Mais contrairement à ce que M. Kuckerman disait, la forme, ça compte. La méthode, ça compte. Par ailleurs, il y a une thèse que personne n'a envisagée pour l'instant sur ce plateau. On a écrit l'histoire d'avance. Les Américains vont s'engager et ça va passer comme dans du beurre. Eh bien, je ne crois pas. Personne n'envisage que une grande partie de cette population déteste ce régime. Je vous le confirme. Vous savez ce qu'elle déteste encore plus ? Voir son pays bombardé. Devoir fuir sa capitale. Voir son pays saccagé. Ses champs gaziers saccagés. Et donc, elle ne va pas se rallier autour d'un régime qu'elle déteste et dont elle veut la chute. En revanche, elle peut se rallier autour de ce drapeau. Et juste une dernière chose, ces femmes dont vous parliez, Guillaume, et auxquelles il faut effectivement rendre un vibrant hommage, femmes, vie, liberté, est-ce qu'elles ont demandé à ce qu'on vienne bombarder l'Iran quand elles étaient dans la rue ? Est-ce que c'est ça qu'elles demandaient ? Est-ce que c'est ça qu'elles demandent ce soir ? Est-ce que ces personnes, elles sont en train d'applaudir ce qui se passe ? Je pense qu'on ne peut pas parler à leur place. Ben c'est non. Non, mais ça, je pense que vous avancez beaucoup. Vous n'avez pas entendu Abnous Chalmani tout à l'heure. C'est pas Famille Liberté pour moi, Abnous Chalmani. Non, mais qui connaît suffisamment l'Iran, qui a de la famille en Iran, et d'autres Iraniens qui ont leur famille là-bas et qui sont favorables, en tout cas, à l'élimination de... Pas en même temps. Laissez finir aussi Lieberman, s'il vous plaît. Qui sont favorables à une libération de ce régime. Maintenant, ils n'ont pas envie, effectivement, tout le monde est favorable à cette la forme, la méthode, les moyens. Oui, mais quelle méthode existe aujourd'hui ? Non, mais c'est pas l'assurance qu'il n'y aura pas le chaos. Non, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'assurance, mais quelle méthode, en dehors de cette méthode militaire, c'est-à-dire de bombarder, est possible ? Dans quel moment de l'histoire récente est-ce qu'un bombardement massif étranger a mené à une chute de régime qui s'est ensuite traduite par une démocratie ? Là, je parle aussi à des Iraniens qui me disent on veut que ce régime tombe. Tant que les Israéliens bombardent des sites militaires et des sites nucléaires, nous sommes pour. S'ils commencent à bombarder des sites civils, eh bien toute cette population qui pourrait se soulever contre les mollahs va au contraire se rallier. Et en plus, il y a une division énorme même entre l'opposition. Et c'est ça le problème. Et juste une dernière chose sur le nucléaire. Je suis d'accord avec vous que l'Iran avec la bombe, ce serait une catastrophe. Mais imaginez un pays dans le chaos, où il y a des matières fissiles, pas de bombes nucléaires, mais des matières pour faire des bombes sales. Dans un pays chaotique, et là, des terroristes pourraient les prendre et faire des bombes sales qui n'ont pas besoin de missiles, ni besoin d'avions, qui peuvent être mis dans une valise et contaminer un pays. L'Irak, pourquoi est-ce que c'était une bénédiction qui n'avait pas... Samantha, on va faire un exposé trop général, on va quand même avancer un peu dans la discussion, chapitre par chapitre. Là, on vient d'apprendre, les commandants, source New York Times, les commandants ont placé les troupes américaines en état d'alerte maximum dans toutes les bases militaires de la région, notamment aux Émirats Arabes Unis, en Jordanie et en Arabie Saoudite. Ça semble accréditer l'idée qu'ils sont prêts à devoir subir un contre-feu
ou des tentatives de contre-feu, y compris terroristes, de la part des Iraniens, Gallagher. Cette nouvelle-là est très importante. Oui, absolument. Donc on lit qu'ils ont ramené 3 douzaines d'avions ravitailleurs en Europe et que le renseignement américain a déterminé, ce n'est pas vraiment une surprise, qu'il y a effectivement des systèmes d'armes qui seraient utilisés, orientés en direction des bases et de la présence américaine dans la région. Il faut rappeler la très forte présence par le biais d'une carte où on peut voir l'Iran, le golfe Persique et les nations qui en sont riveraines. À l'Odeid, où il y a le CENTCOM, c'est 10 000 Américains stationnés de manière permanente, ça c'est le Qatar. Vous en avez également au Bahreïn, donc la 5e flotte, aux Émirats, en Arabie Saoudite. Et donc tout cela est en état d'alerte maximum. La quasi-totalité de la 5e flotte a été mise à la mer. Il y a une partie des bâtiments qui sont mobilisés. Il y a peut-être de la mise à l'abri, de l'éloignement à des fins de protection. Pareillement pour les aéronefs au Qatar, qui auraient, de ce que j'ai pu voir en source ouverte, quasiment tous décollé. Voilà, on sent que tout cela est un véritable baril de poudre potentiel. L'expression est cliché, mais c'est celle qui revient le plus souvent. Je voudrais juste faire un constat. Il y a quelques jours, on avait droit à quelques centaines de missiles sur Israël qui étaient tirés par les Iraniens. Il y a 2 jours, on était à quelques dizaines par jour. Et là, on voit des missiles qui sont tirés à 2-3 missiles à chaque fois qui sont tirés sur Israël. Donc je pense que la situation est très différente de ce qu'on voit dans d'autres conflits, de ce qu'on a vu même avec le Hezbollah. On a une situation où l'Israël contrôle l'espace aérien en Iran et le niveau de risque est très différent de ce qu'on a pu voir. On sait que ça a mis à peu près 3 ans et demi et le conflit entre l'Ukraine et la Russie n'est pas terminé. Là, en 3 ou 4 jours... Vous voulez dire que c'est maîtrisé ? Au niveau, en tout cas, du contrôle de l'espace aérien, c'est clairement maîtrisé, oui. Mais également, on a fait tout ce travail sans avoir toute l'armada américaine qui est à nos côtés aujourd'hui. Que va décider maintenant Donald Trump ? Va nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Kuckerman. Stéphane Marchand, grand connaisseur des États-Unis, ancien correspondant à Washington et à Jérusalem pour le Figaro. Voilà, le Figaro est surreprésenté. Là, il y a jamais surreprésenté. Merci beaucoup de nous rejoindre, Stéphane Marchand. C'est évidemment très intéressant de vous entendre. Vous avez pratiqué. Bonsoir, la Maison-Blanche, et on va revenir à la Maison-Blanche dans quelques instants, puisque l'attente, c'est l'attente de Donald Trump. D'ailleurs, peut-il agir sans parler ? Est-ce qu'il est possible qu'un bombardement ait lieu sans que Donald Trump l'annonce en réalité ? Absolument, c'est la surprise stratégique. Donc il peut faire ça quand il veut. À partir du moment où il n'y a pas de déclaration de guerre, la déclaration de guerre c'est le Congrès. Mais on sait très bien que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne déclare plus les guerres. Donc Donald Trump, il fera ça quand il veut. Mais je voudrais simplement rajouter une petite chose. On se rappelle que tout ce qui est les systèmes d'armes anti-aériens ont été détournés de l'Ukraine déjà il y a quelques semaines. Ça veut dire que c'est la planification. Et en fait, c'est pour équiper les bases américaines. Ouais. Et c'est la preuve que la planification américaine sur cette opération est en cours depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Ça ne veut pas dire qu'ils vont intervenir. Ça veut simplement dire que les Américains, les militaires en tous les cas, ont monté leur coup avec beaucoup d'anticipation, puisqu'on s'est plaint qu'ils se retiraient d'Ukraine avec pas mal de logistique. Voilà. Donc maintenant, ça peut arriver cette nuit, ça peut arriver la nuit prochaine, ou ne jamais arriver. Donc maintenant, on n'est pas dans la tête de Trump. L'ampleur des moyens militaires, puisqu'il se met en position de pouvoir frapper de façon extrêmement massive, il faut s'arrêter à ces bombes GBU-57, ces bombes massives, ces bombes surpuissantes de près de 14 tonnes qui sont capables de percer les carapaces de béton, les sites souterrains iraniens, alors d'enrichissement uranium, éventuellement aussi du bunker de Fordo, mais même du bunker éventuel de Khamenei, de la même façon que Nasrallah avait été tué par des bombes. C'est 84 tonnes de munitions déposées en l'espace de 10 secondes, Nasrallah. Donc vous vous souvenez de ces images, de ces bâtiments qui s'effondrent les uns après les autres, avec énormément de victimes civiles, mais l'armée israélienne estimait que c'était le prix à payer pour obtenir Nasrallah, sans doute trahi, et peut-être Khamenei l'est-il également, par des personnes qui confirment sa présence physique aux opérateurs israéliens qui ensuite déclenchent cette opération. Expliquez-nous bien l'image qu'on voit, parce qu'elle résume l'énorme puissance américaine. C'est peut-être la plus grande puissance militaire, pas seulement du monde, mais de tous les temps, n'est-ce pas ? Et par l'ampleur du budget militaire, 1000 milliards. Voilà. Et cette bombe et cet avion furtif.
Voilà, expliquez bien les images qu'on voit. L'avion furtif, ça doit être un B2, je pense. Hein. Ouais, c'est un B2. Et alors, si il y a que ces avions-là, en fait, les gros avions, le B1, B2, etc., peut-être même le B-52, mais qui peuvent transporter cette bombe qui fait 13 tonnes. Donc, c'est pas un chasseur, un F-16 qui fait ça. Donc, et donc, si ça arrive, ça viendra de Diego Garcia, vraisemblablement. Ça veut dire, pardon, cette bombe-là, il n'y a que cet avion qui peut la porter. Oui, c'est ça. Ce sont les très gros porteurs qui peuvent la porter. Donc, c'est des avions qui sont des très longs rayons d'action, qui feront les 7000, 8000 km pour aller bombarder et qui rentreront sur leur base ensuite. Surtout que le projet est peut-être pour Fordo en tout cas, compte tenu de la profondeur extrême à percer, d'avoir un avion avec 2 bombes et que la seconde s'enfile dans le tunnel créé par la première, de façon à atteindre la place. Ça me semble très aléatoire, ça, quand même. Hein, faut bien viser. Il y a quand même une chose que personne n'a évoquée sur ce plateau-là. On est en train de parler de bombarder un site nucléaire. Là, on a passé 3 ans sur ce plateau à dire ce que les Russes bombardent des centrales nucléaires, c'est absolument la pire chose à faire au monde. Et là, on parle. Alors, je ne suis. Pour que vous compreniez, évidemment, il ne faut pas que l'Iran ait la bombe. Mais Raphaël Grossi, de l'AIEA, est en train d'alerter au danger de bombarder ces sites. Donc là, oui, ces bombes, elles sont très performantes, elles vont creuser dans la profondeur. Et après, quelle sera la conséquence d'une fuite radioactive si vraiment tout cet uranium est en train d'être enrichi à Fordo ? Comment est-ce que le monde va réagir à ça ? Voilà. C'est déjà arrivé. Enfin, non, l'autre. Oui, et les Israéliens ont dit qu'ils ont fait attention, justement, de ne pas bombarder de façon trop dangereuse. Et c'est pour ça que les sites n'ont pas été entièrement détruits. Ils sont en train de faire attention. Raphaël Grossi est en train de lancer l'alerte. Pour le moment, il n'y a pas de fuite radioactive autour de ces sites. Mais là, si on parle de pénétrer en profondeur là où l'uranium est en train d'être enrichi, eh bien. Sylvie Berman. Moi, je voulais juste faire un commentaire et faire remarquer que c'était assez ironique d'avoir moqué il y a quelques jours l'armée américaine parce qu'elle n'est pas capable de défiler au pas, alors que c'est quand même l'armée la plus puissante au monde. C'était juste la remarque que je voulais faire. Et effectivement, il faut souligner ça. De fait, la seule puissance qui puisse... Alors, ce soir, on comprend bien, il y a ceux qui s'en réjouissent et ceux qui s'en inquiètent, mais la seule puissance qui puisse réorganiser le Proche-Orient, militairement en tout cas, le reste ça va mal, ça va ou ça va bien ou ça va mal, mais c'est les États-Unis d'Amérique, il n'y a aucun doute là-dessus. On peut en douter, l'expression réorganiser le Proche-Orient, quand on voit ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient depuis 40 ans, votre vocabulaire est très optimiste. Ils sont capables de détruire le Moyen-Orient, oui, plusieurs fois. Ils ont détruit l'Irak. Mais imaginons le même scénario pour l'Iran. Ce serait effroyable, parce que l'Iran n'est pas l'Irak, on l'a déjà dit certainement 10 fois ce soir, mais c'est une mosaïque bien plus très complexe, mais très nationaliste, très soudée. Si les Américains envoient des troupes, et si les Israéliens envoient des troupes en Iran, ce sera la pire des guerres qu'on puisse imaginer. Regardez à quel point le monde entier attend et suspendu à ce qui peut se passer dans les heures qui viennent cette nuit. Prenons le Flight Radar en direct, c'est le grand art de notre chef d'édition Aurélien Hamel d'être... Alors voilà, on voit que les avions de ligne se sont encore écartés par rapport à hier. C'est-à-dire, regardez là, on voit là toutes les routes, je ne sais pas comment fonctionne le transport aérien, mais les consignes doivent être suivies assez rapidement. Oui. Alors l'Iran, il n'y a plus un avion qui vole. Hein. Dans l'ensemble, l'Irak, rien. Plus du tout là. Syrie, je vois pas. Il y a un petit avion où il y a 2 ou 3 avions sur de la Jordanie, visiblement. Et puis à mon avis, ça va se gâter dans le Golfe Persique assez rapidement, hein, parce que là, ça circule encore beaucoup dans le Golfe Persique. Et je pense que si demain le détroit d'Ormuz commence à être bouché, ou bien si les Américains se déploient à cet endroit-là, les compagnies aériennes vont être aussi obligées de contourner. La carte montre exactement ce que peut être le scénario d'une attaque. C'est en tout cas tout ce qui vient d'Israël, enfin de cette région-là, est complètement libéré, Gallagher. Oui, non, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, s'il y a des aéronefs israéliens dans les airs, on ne les voit pas sur Flight Radar, a priori. Et on voit bien qu'ils ont la domination, la suprématie aérienne en Syrie, qu'ils ont très largement bombardé et donc contribué à la chute de Bachar Assad. L'Irak, dont la présidence a publié un communiqué en disant que c'était une utilisation illégale de leur espace aérien, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. L'Irak, c'est très impressionnant. L'Irak, il n'y a pas un avion, c'est un grand pays, hein. Il n'y a pas un avion de ligne qui survole l'Irak en ce moment. Oui, mais sans doute parce que vous avez là également, ne l'oubliez pas, la trajectoire croisée
des missiles, les missiles iraniens qui vont en direction d'Israël. Donc c'est effectivement un espace aérien qui est très très dangereux. Et pendant la dernière crise balistique iranienne en 2024, je crois qu'il y avait un avion d'Air France qui s'était rapproché dangereusement d'une trajectoire. Quelqu'un avait fait une photo. Qui n'avait pas voulu changer sa trajectoire. Ouais. Et depuis, peut-être que des mesures plus strictes ont été prises. Il y a quelqu'un qui mangeait sa mousse au saumon et puis qui est d'accord à regarder par le hublot qui a vu un missile passer. Donc c'est un peu, voilà, ça coupe un peu l'appétit, disons. Non, effectivement. Et c'est compliqué pour l'aviation. On ne peut pas survoler l'Ukraine, on ne peut pas survoler l'Iran. Si vous allez de Paris à Delhi, par exemple, je ne sais pas par où vous passez aujourd'hui. Et les gens qui veulent fuir par voie aérienne, c'est effectivement, c'est impossible, c'est très compliqué. Là. Avec nous, puisqu'on parle de la dimension, y compris nucléaire, nous avons un des meilleurs spécialistes du sujet, Étienne Marcus, spécialiste en stratégie d'armement, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup, monsieur, d'être là. Je salue notamment vous avez pris des photos sur les Rafales qui sont particulièrement, vous êtes surtout un très très bon spécialiste. Ces bombes qu'on va voir, arrêtons-nous un instant sur ces GBU-57. L'image est tellement impressionnante de ces bombardiers qui peuvent les porter, ces bombes de 14 tonnes. Si Trump décide de les utiliser ce soir, c'est pourquoi exactement ? Tout simplement parce que les sites iraniens, de nombreux sites, pas uniquement les sites nucléaires, il y a aussi des sites de stockage de missiles, parce qu'une partie de l'arsenal iranien n'a pas encore été utilisée et est très probablement conservée dans des bunkers qui sont très profondément enfouis sous des montagnes. Et donc là, l'idée va être de chercher à neutraliser ces stocks, mais aussi effectivement les usines d'enrichissement comme celle de Fordo, qui sont à l'heure actuelle inaccessibles aux Israéliens. Et même pour les Américains, comme l'expliquait quelqu'un sur le plateau plus tôt, il va falloir plusieurs bombes pour pouvoir éventuellement endommager ce type de site. Il faut savoir qu'avant, en fait, les infrastructures les plus durcies nécessitaient un traitement par des armes nucléaires. Maintenant, il existe des bombes conventionnelles comme la GBU-57, mais ça nécessite plusieurs impacts très précis sur des zones de faiblesse des sites. D'un point de vue politique, Stéphane Marchand, je disais, vous connaissez bien les États-Unis. Est-ce qu'il y aurait une logique pour Trump de dire, voilà, ça c'est une action ciblée, nette, précise, qu'il peut décider ? Alors, il peut décider de le faire. Il n'échappera pas aux nombreuses critiques. D'abord, il est en train de diviser son parti de manière très profonde. D'un côté, les républicains traditionnels qu'on connaît bien, façon Bush père, je dirais, qui sont des alliés d'Israël et qui sont décidés à ce que les Américains soient dans cette affaire contre l'Iran. Mais dans cette affaire, ça veut dire devant, ça veut dire leader de l'opération, pas derrière les Israéliens. Ça, c'est quelque chose que n'aurait jamais imaginé ce président que j'ai bien connu, George Bush, le père. Ensuite, il y a le parti MAGA, qui est le cœur du Trumpisme. Et eux sont complètement hostiles à l'idée d'aller faire une grande aventure militaire. Donc je reviens à votre question, si c'est uniquement pour frapper et repartir une frappe chirurgicale claire, le tout c'est que ça n'existe pas. Ce concept n'existe pas. Il n'y a pas de cycle-là. De toute façon, il faut aller voir au sol. Imaginez que le scénario redouté par Samantha se produise et que le bombardement ait lieu à Fordo. Qui va aller vérifier que tout ça est bien détruit? Qui va le faire? Et tant qu'il y aura un doute, les Iraniens politiquement s'en serviront. Donc pour moi, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'il peut y avoir la question des troupes au sol? J'étais frappé plus tôt dans l'émission, c'est souvent pendant l'interruption, c'est pendant la pub que des choses intéressantes se disent. Il y avait une discussion entre Longuet, l'ancien ministre, et l'ancien boxeur iranien. Et les deux disaient, le vertige, c'est s'il faut des troupes au sol. Oui, et les troupes au sol, pour les Américains, c'est évidemment le chiffon rouge, Guillaume Roquette, et vous, pour eux, ce serait le scénario catastrophe, en tout cas pour beaucoup d'Américains. Oui, parce que les Américains l'ont payé pour voir, et chèrement en Afghanistan. On va dire, il se trouve dans un pays, l'Iran, qui est gigantesque, qui est un pays très montagneux, dans lequel effectivement il pourrait y avoir un réflexe nationaliste, même si la population n'est pas très favorable au pouvoir. Et donc, pour l'armée américaine, ce serait extrêmement périlleux. Mais je dirais que pour l'armée israélienne aussi, et pourtant elle a des moyens inconsidérablement plus faible, mais pour l'instant, cette guerre, elle est uniquement aérienne, parce que c'est là le moindre risque. Et moi, je pense que la ligne jaune, elle est plus, ou la ligne rouge, elle est plus entre intervention aérienne seulement et pas intervention terrestre, plutôt que intervention militaire ou pas.
Il n'y aura pas de troupes au sol, ça me semble absolument évident. Pour conquérir un pays comme ça, il faut des centaines de milliers de personnes, il faut certainement une opération encore plus... Attention, général, j'ai lu votre fil Twitter, parce que vous avez réagi au tweet de Trump en disant il faudra... Alors, à ce moment-là, il faudra envoyer des troupes au sol? Oui, à ce moment-là, il faudra envoyer des troupes au sol. Il faut assumer, mais je ne crois pas une seconde qu'il va le faire. C'est très ironique ce que j'ai dit. Non, évidemment, à aucun moment, je ne pense qu'il va le faire. Parce que penser qu'on gagne une guerre avec l'arme aérienne, ça n'existe pas. Ça n'existe juste pas. On peut, là ça a été très bien dit, on peut atteindre des buts, on peut éventuellement retarder considérablement le programme nucléaire iranien. L'éradiquer, je ne sais pas, mais ça me semble très compliqué. En tout cas, si vous voulez conquérir un pays, c'est des troupes au sol. Et ça n'arrivera pas. Et rappelons-le, c'est un très grand pays, l'Iran, 90 millions d'habitants, et il y a eu une guerre Iran-Irak d'une férocité épouvantable, ça a été un déluge de sang. Oui, avec entre 1 demi-million et 1 million de morts de part et d'autre. Il faut rappeler aussi le caractère inédit de ce à quoi on assiste, parce que c'est une guerre interétatique entre deux pays qui sont à 1500 km au bas mot l'un de l'autre. Sachant qu'effectivement, à ma connaissance, Israël n'a jamais été en guerre de haute intensité contre un pays qui n'était pas son voisin proche. Donc il y a ce côté-là. Pour ce qui est des Américains, ceux qui ne veulent pas de cette intervention terrestre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'évidemment qu'il n'y a pas d'armée plus puissante au monde que celle des États-Unis. Mais c'est quoi son bilan récent quand on se penche dessus? Allons-y. Les dernières opérations terrestres, les dernières guerres. Afghanistan à partir de 2001. 20 ans de présence, pour quel résultat? Irak à partir de 2003. 20 ans de présence, 22 ans maintenant, pour quel résultat? Libye en 2011, quel résultat? Somalie et enfin Syrie. Donc voilà, je pense que les Américains, ils ont ça à l'esprit. Le bilan, il n'est pas franchement... J'ai oublié le Yémen. Et ce sera le débat qu'on va